Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure. Cette semaine, nous avons la grande chance et l'honneur de recevoir l'un des meilleurs batteurs du monde. Il est aussi auteur-compositeur, interprète, musicien accompli. Enfin, vous avez peut-être deviné qui c'est, il a joué avec les plus grands. Sting, Peter Gabriel, on va en reparler, mais également Jean-Jacques Goldman, Woolsey, Souchon, Cabrel, des Français, des Américains, des Anglo-Saxons. Vous avez reconnu ? Eh oui, Manu Katché est avec nous. Manu Katché. Bonjour Manu Katché. Ravi de vous recevoir. Merci. Comme je le disais, on a vraiment la joie de vous accueillir sur KTO pour la première fois. Oui. Et comme je le disais, effectivement, vous êtes l'un des plus grands batteurs du monde. Si vous êtes dans les charts, comme on dit, vous avez un classement mondial C'est ça, voilà. qui est quand même presque dans les 50e meilleurs ou même mieux. Je ne sais plus, il y a eu un truc qui a été fait par classement. Rolling Stone, mais effectivement, il y a aussi pas mal de batteurs, d'immenses batteurs qui sont décédés depuis, mais qui, effectivement, qui sont toujours classés. Donc, je dois être dans les 50e, c'est pas mal. Ah, c'est très très bien. Alors, vous venez nous voir, en plus on a la chance de vous recevoir, puisque vous êtes vraiment tout le temps en tournée, en concert. Et là, c'était assez actif. Ouais. C'était assez actif, et là vous revenez d'une tournée justement, j'en parlais avec Peter Gabriel, fondateur de Genesis, comme vous vous en souvenez sans doute, ceux qui ont mon âge. Et alors là c'était pour le dernier album, Input, Output, ça veut dire, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bon, racontez-nous un petit peu. La tournée, on a préparé. Enfin, l'album s'est fait. Peter est quelqu'un de très lent dans le processus, parce qu'en fait, il aime le process. Il préfère le process à la finalité. Donc, il aime prendre le temps et chercher. Donc, on cherche beaucoup. Généralement, on se retrouve tous les musiciens ensemble. Il a un gros studio à 2 heures de Londres, en pleine campagne, donc ce qui permet vraiment d'avoir le temps d'explorer musicalement et humainement plein de choses, parce qu'on passe quand même pas mal de temps sur place, tous ensemble, tous réunis. Et dans le studio, ce qui se fait de moins en moins aujourd'hui, c'est qu'on est tous ensemble, même la batterie est dans le studio. Avec des paravents, mais on peut tous se voir sans avoir besoin de micro pour se parler, pour échanger. Donc ça, c'est assez agréable. Et là, on cherche. Donc généralement, c'est pas le premier album que je fais avec lui, mais souvent sur un morceau, je peux dire qu'une prise, c'est du début jusqu'à la fin, on doit faire au moins une vingtaine ou une trentaine de prises, et ensuite il choisit. Il y a toujours un petit truc qu'il aime bien, et là tout à coup c'est l'indication. Il va nous dire j'aime bien ça à la basse ou à la batterie, j'aime bien ça, et on va repartir de là, voilà, jusqu'à la finalité. Donc ça a mis un petit moment, c'était le process de l'album. Ensuite, une fois l'album terminé, Et puis en plus vous avez délivré au fur et à mesure, au compte-gouttes, les morceaux via Internet. Il y a eu toute une. C'était une belle idée. Alors nous on n'était pas au courant, parce que nous on a enregistré l'album, on a enregistré une quinzaine de titres, et lui ensuite a décidé, plutôt que de faire comme tout le monde aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Mais lui, c'est d'aller très lentement, à chaque pleine lune, de délivrer un morceau. C'est ça. Et là, l'album vient de sortir récemment. Ce qui est vachement intéressant, c'est que évidemment, il y a tous les titres, mais avec 2 mixages différents par titre. Ce qu'il appelle le bright and le dark one. So, le bright, c'est sa vision, ce truc assez clair, éclairci, et l'autre un peu différent. Mais je trouve que c'est une belle proposition pour les gens. En plus, c'est coloré. Il a vraiment pris soin de trouver des choses différentes à un album classique, à un vinyle classique. En vinyle, je parle du vinyle, bien entendu. Et voilà, donc, juste après, quand on a terminé l'enregistrement en studio, on a commencé à répéter. Et les répétitions sont très longues, puisqu'il y a beaucoup de visuels avec Peter. Peter ne monte pas sur scène avec 3 spots, et ça ne suffit pas. Donc on était 8 musiciens. On a fait à peu près 3-4 jours de répétition uniquement pour la musique à Londres. Et ensuite, on a fait plus de 3 semaines, ce qu'on appelle production rehearsals, pour tous les visuels. Beaucoup de choses de vidéo qui sont au millimètre, qui ont besoin d'être calées. C'est un gros travail. Lui a plein d'idées, évidemment. Il voit un truc. Vrai projet artistique global, en fait. Mais c'est génial. Génial parce vrai que les vidéos sont assez il y avait des artistes peintres, des artistes photographes. Donc il y a un vrai mélange. On a rencontré ces gens-là. Donc il y a un échange. Nous, on découvre. C'est pas forcément notre univers. Donc c'est très enrichissant. Est-ce que Peter Gabriel, qui a été celui qui vous a mis le pied à l'étrier, en tout cas au plan international, il y a plusieurs années, est-ce que c'est la personnalité la plus marquante que vous ayez rencontrée ? Ou il y en a d'autres, je disais Sting, Tracy Chapman, Dire Straits, il a collaboré avec tellement de gens. On parlera des Français après. Ouais, non, ils sont tous très marquants. Lui, évidemment, c'est le premier qui me donne ma chance. Je travaille encore en France avec, vous les avez cités, des gens comme Michel Jonas, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Justement, on va en parler, parce que là, vous... Ouais. Et tout à coup, j'ai cette proposition-là avec Peter Gabriel, évidemment, qui ne se refuse pas. Et c'est un peu lui qui me plie à l'étrier et qui me présente
en fait, comment ça s'est fait, c'est qu'on part en tournée avec Amnesty International. On ne part pas pour sa propre tournée tout de suite. Et sur la tournée Amnesty International, à la fin de la tournée, on fait Giant Stadium dans le New Jersey, où il y a toute une pléiade d'artistes, dont Sting, les Neville Brothers, John Baez, Miles Davis. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, j'ai 27 ans, mais c'est magnifique. Et évidemment, je suis un petit peu le jeune qui arrive. Personne ne me connaît, ne sait pas d'où je viens. Et donc, il y a un questionnement, et c'est là qu'effectivement Sting me propose de faire l'album Nothing Like the Sun, etc., etc. Et là, je rencontre Tracy Chapman, je rencontre un paquet d'artistes. Donc, effectivement, si vous me posez la question, je dois dire que c'est grâce à Peter que j'ai pu évidemment rencontrer tous ces artistes-là. Ensuite, je me suis enrichi avec chacun d'entre eux, parce que chacun a sa manière de travailler, chacun a ses codes, et pour tous, je vais vous le dire, parce que c'est vraiment important, ils sont tous extrêmement bienveillants. Ça, c'est important. Ouais. C'est un mot qu'on aurait pu choisir pour la deuxième partie de l'émission. On choisit des mots. Okay. Bon, j'ai déjà dévoilé, il n'y sera pas, mais on en reparlera de cette bienveillance qui, en tout cas, transparaît. Vous avez cité Michel Jonas. Le premier Français j'ai commencé avec lui, moi. Qui vous a mis le pied à l'étrier, c'est effectivement Michel Jonas avant Peter Gabriel. Et c'est marrant puisque vous les revoyez, tous ces gens-là. Là, c'était Peter Gabriel et bientôt, ça va être de nouveau Michel Jonas. On recommence. On recommence. J'ai coproduit l'album avec Jean-Yves D'Angelo, le dernier album pour Michel Chanter le blues, qui est un très joli album sur le blues, à la façon Michel Jonas. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé dans les années 80. Donc, oui, évidemment, on est très, très liés. Mais encore une fois, ce que je dis souvent, les gens se disent « Ouais, mais bon, c'est super, tu joues avec tous ces gens-là, aussi bien les Français que les internationaux. » Je dis ouais, mais pas forcément tout le temps. Mais en revanche, j'ai vraiment gardé un contact très important. Et c'est vraiment un truc, quand je dis familial, c'est un chemin. La route est longue. Et effectivement, même si on ne travaille pas ensemble, on va se voir, on va dîner ensemble, on va passer un moment ensemble, on va aller boire un café pour discuter, on va échanger, etc. Voilà. C'est pas forcément d'aller tourner, de faire des albums, c'est une fois qu'on est rentré effectivement dans cette famille-là de musiciens, ces musiciens-là, il y a un lien extrêmement fort qui se crée, aussi bien de Jonas que de Sting, de Peter, etc., etc. Et après, ça suit. Donc, quand je parle d'enrichissement, c'est par rapport à ça, c'est vraiment l'échange humain. Il est peut-être plus important que l'échange musical. Moi, j'ai beaucoup appris avec eux et j'apprends encore. Mais je pense que c'est vraiment l'échange humain. J'ai de cultures différentes, de backgrounds différents. Donc, j'ai appris plein de choses. Et je pense que c'est ce qui m'a permis. Souvent, on me dit, ouais, mais c'est incroyable le nombre de gens avec lesquels tu as joué. Mais c'est ce qui m'a permis justement de m'adapter avec tous ces gens-là, grâce à toutes ces expériences humaines, musicales, que j'ai pu avoir. Est-ce que ce sont deux familles quand même différentes? C'est cette famille d'artistes francophones. On parlait de Jonas, mais il y a aussi Cabrel, Souchon, Woolsey, Jean-Jacques Goldman. Et cette famille musicale anglo-saxonne. Quelles sont les différences et aussi en affinité à la fois amicale et dans mes choix, artistique. Finalement, non, parce que c'est vrai que j'ai toujours choisi avec qui je voulais travailler. Et pour citer certains, c'est-à-dire Woolsey, Cabrel, Jonas, Gabriel, Sting, Johnny Mitchell, par exemple, c'est la même chose. Les uns sont français, les autres sont étrangers, mais ils travaillent de la même manière. Ouais. C'est extrêmement pointilleux, c'est extrêmement méthodique. Ils remettent l'ouvrage sans cesse. Ils cherchent, ils sont toujours à la recherche de quelque chose de plus important, de plus intéressant, de plus pointu. Donc, la langue est différente, mais le travail est le même. Ouais, la profondeur est la même. Ouais. Vous, en plus, vous êtes pointilleux. Il faut quand même rappeler que vous venez d'une formation très classique. Vous avez fait le Conservatoire national de musique de Paris. En percussion. En percussion, donc c'est au cordeau. Oui, je suis assez discipliné. Ouais. Il n'y a pas le choix. C'est comme, vous savez, comme les... Parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, tout a l'air tellement naturel, fluide. Il y a beaucoup d'heures de travail. Et puis c'est une vraie aussi, vous savez, c'est comme les ballet dancers, enfin les danseuses ou les danseurs, quand on les voit danser, c'est tellement magnifique, la gestuelle est tellement souple. Il paraît que vous avez fait ça un petit peu au tout début. Maman voulait... C'est ça, mais quand vous étiez tout petit, c'est ça, 5-6 ans? Oui, j'en ai fait. J'en ai fait 2-3 ans. Mais c'était pas... C'est-à-dire que, si, mais moi j'étais très timide et puis on était 2 garçons. Et il n'y avait que des filles. Et quand on est petit, c'est compliqué. Évidemment, vieillissant, le rapport est différent, mais tout petit, moi j'étais avec le col en noir, très à l'aise là-dedans. Et puis il y avait des spectacles où il y a toutes les mamans qui venaient avec les filles et ça parlait dans tous les sens. Et nous, les 2 garçons, étaient dans d'autres coins un petit peu. Après, évidemment, ça a évolué, ça a changé, mais à l'époque où moi j'en ai fait, c'était un peu différent. Donc et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, quand j'ai dit à ma mère, j'ai pas envie de continuer la danse, le professeur de danse était également professeur de piano. Et est devenu mon professeur de piano. Et après, on en reparlera peut-être, mais après, ça a été aussi la découverte de Keith Jarrett, le jazz. Ça, c'est bien mon beau-père.
C'est lui qui était un fan de jazz. Enfin, qui est toujours fan de jazz. Ouais. Et qui vous a aussi façonné quand même. Hein, Bah, lui, il m'a emmené voir Errol Garner, il m'a emmené ouais. voir Oscar Incroyable. Peterson. J'ai eu une chance inouïe, quoi. Ouais. Lui, c'était un dingue de toute cette époque jazzy. Il jouait un tout petit peu de batterie, mais voilà, c'était pas un professionnel. Mais fan de jazz, donc à travers sa passion, je l'ai découvert le jazz. Et je ne suis pas un musicien de jazz, je suis un fan de la musique de jazz, mais je ne suis pas quelqu'un qui sait jouer du jazz vraiment. Souvent, on me définit comme un jazzman. Ouais. Alors, quand je joue avec Peter, il me dit, oui, mais t'es un jazzman. Et quand je joue avec les jazzman, on me dit, ouais, t'es un rocker. Donc, bon, entre les deux. Vous êtes imprégné de toutes ces influences aussi, hein, ça se ressent. D'ailleurs, je vous propose d'écouter. On va écouter un peu. On parle beaucoup, mais il faut l'écouter, Manu Katché. The Scope, c'est son dernier album. Écoutez. Voilà, on vient d'entendre ce son génial. The Scope, ça veut dire l'étendue, la portée. De scope, je vais vous dire pourquoi de Oui, scope, parce qu'on va poser la dites-nous. question souvent. Bah oui. Microscope, donc, scope. Et quand on est en studio, j'ai découvert ça donc, avec mes premiers enregistrements à l'étranger, donc ça date de 88. Généralement, quand on travaille tous ensemble, on fait tous une prise du titre en question, qu'il soit instrumental ou chanté. Et ensuite, évidemment, on écoute la batterie. Si la batterie est vraiment impeccable, on peut passer au reste, refaire une guitare, etc. Et ensuite empiler tout ce qui est empilé. Et donc, généralement, le producteur de studio qui est présent dit « OK, let's scope it ». Donc, on va aller microscoper, on met la batterie seule. Parfois, il y a un clic, un métronome pour voir si on est bien dans le tempo, bien dans la pulsation. Et on écoute extrêmement précisément la partie de batterie. Donc, c'est l'infiniment petit pour l'infiniment grand, en fait. C'est très chirurgical, en fait, votre métier. Comment ? Chirurgical, votre métier, finalement. Complètement. C'est dans le détail, on l'entend bien. Vraiment. Et bon, bah ça, voilà pourquoi de scope. Donc les finitions sont excellentes aussi. Ah, c'est le son incroyable. Vous êtes quand même à la base un homme de l'ombre plutôt. Hein. Vous avez été arrangeur, etc. Mais aussi de lumière. Vous êtes très partagé puisque, bon, au-delà de... Est-ce que vous, entre la scène, la télévision aussi, Nouvelle Star, ça c'était dans les années 2000, One Shot Note sur Arte, puis maintenant vous êtes aussi sur yahoo.fr. Absolument. On va en reparler d'ailleurs peut-être de cette émission. Ombre, lumière, qu'est-ce que vous préférez? La scène, le studio? J'aime bien, je pense que c'est un tout. Je pense que j'ai besoin de tout pour trouver une forme d'équilibre. J'aime bien, effectivement, j'ai une relation avec les autres qui est assez facile. Et encore une fois, on apprend beaucoup des autres. Donc on s'enrichit. Donc c'est vrai que j'ai eu besoin rapidement, étant très jeune, je me suis rendu compte de ça. Je vous donne un exemple. On était en studio pour X, Y. Généralement, les musiciens faisaient une prise de leur instrument. Bon, moi, c'est bon, j'y vais. Et moi, je disais, oui, écoutez, c'est super ce qu'on a fait, mais moi, j'ai quelque chose à proposer d'autre. Est-ce qu'on peut essayer? Donc, de fait de proposer quelque chose d'autre, il y a discussion. Et très jeune, donc je vais avoir, je ne sais pas, 19, 20 ans, ça a commencé comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a un échange, que la personne en face, c'était pas du béton, c'était pas... ah ouais, Manu, peut-être qu'on peut faire ça. Ouais, essayons. Ah, puis ça me rappelle ça. Et tout à coup, j'ai plein d'infos. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Et de fil en aiguille, en travaillant comme ça avec pas mal d'artistes français pour démarrer, ça a créé pas mal de connexions avec de jeunes musiciens aussi qui me contactent encore aujourd'hui. Quand j'ai fait la Nouvelle Star, pareil, même ceux que j'ai envoyés bouler me contactent, viennent à mes concerts, me disent « Manu, écoute ça ». Donc, je pense que cet échange-là fait partie de moi, en fait. Je pense on a envie de ça quand on me voit. C'est pas juste « ouais, c'est super, à bientôt ». Donc,
Voilà, je pense que c'est cette moitié-là qui doit être effectivement être dans la lumière. Fait que j'aime bien faire, enfin de la télé, j'en ai fait, je ne fais pas que ça, mais en tout cas, les interviews ne me posent pas de problème, m'exprimer à la télé ne me pose pas de problème, enfin, ça ne pose pas de problème, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis ensuite, effectivement, j'ai fait aussi un peu de radio, donc tout à coup, on laisse la place à l'invité. Après, je suis sur scène, on va peut-être me voir un petit peu moins, on va m'entendre néanmoins. Après, je vais être en studio à produire un album, très agréable, on ne va pas me voir du tout, mais je pense que pour moi, ma personnalité, ce que je suis devenu, l'un a besoin de l'autre. Je pense que l'un sans l'autre, c'est compliqué. Donc je ne peux pas vous dire je préfère le studio à la scène ou je préfère la télé à la radio. Non, je crois Vous êtes un tout. Ouais, je crois que c'est ouais. Bah oui. On va passer à la deuxième partie, Manu Katché. D'accord. C'est la partie où moi je vais dans l'ombre, vous restez dans la lumière. Et je vous propose 4 mots, à vous de nous les éclairer, Ok. comme vous le sentez. À 4 tout de suite. mots. 4 mots, l'un après l'autre. D'accord. Un son après l'autre. Ok. À tout de suite. Manu Katché, toujours avec nous. Et nous en sommes ravis. Ça va, Manu? Ça va bien. Tout à l'heure. Bon. Alors, je vous propose mes mots. Et voici le premier. C'est le mot doute. Doute. Le mot doute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à propos de doute? Vous en avez des doutes. Ah oui, non-stop. Ah oui, évidemment. Évidemment, on pourrait. Vous êtes quelqu'un qui Je doutait. doute, de tout le temps, enfin, surtout professionnellement, mais même dans la vie, la vie privée, mon rapport aux autres, ouais, le doute, je pense que si on doute pas de soi-même et de ce qu'on renvoie, je pense que ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas d'évolution. Mais quand je fais quelque chose, alors c'est vrai que on va commencer par le côté professionnel. Je vais enregistrer quelque chose, ou je vais jouer quelque chose. C'est vrai que je ne suis pas certain d'avoir fait ce que je pouvais faire de mieux. Donc déjà, je doute par rapport à ça. Puis après, quand j'ai dit quelque chose, je dis mais merde, peut-être que j'aurais pas dû dire ça. C'est pas ce que je voulais exprimer fondamentalement. Et puis après, est-ce que vraiment on m'appelle pour faire ça? Est-ce que je suis vraiment la personne qui peut le faire? Je suis pas sûr que je vaille. C'est très compliqué d'avoir un rapport émotionnel à sa profession, en fait. Parce que quand on fait un job, j'imagine, je ne sais pas, j'en fais pas, mais qui était un peu plus administratif, et ce n'est pas du tout péjoratif, mais on se base sur un système informatique, et on sait comment on a fait les écoles qu'il fallait, et on sait comment ça fonctionne, et le rendu va être en bas de la page. On a des choses sur lesquelles s'appuyer. Émotionnellement, on n'a pas grand-chose, si ce n'est vous-même. Donc tout à coup, on va proposer quelque chose à une personne en face, qu'elle soit musicienne, ou dans la vie de tous les jours. Mais c'est souvent lié parce qu'on n'est pas musicien par hasard, évidemment. On n'est pas musicien, puis tout à coup on s'arrête, on est dans la vie. C'est tout le temps lié, cette sensibilité-là. Et dans le comportement, donc tout à coup, on va proposer quelque chose musicalement à un artiste ou à un autre musicien. Et 2 secondes après, moi je sais que je suis pas sûr. Alors je ne vais pas lui dire, évidemment, mais je ne suis pas certain de ce que j'ai proposé. Et la même chose dans la vie au quotidien, tous les jours, à savoir que, bon, on va faire ça, mais est-ce que c'est vraiment le moment de le faire? Est-ce que ça te fait plaisir qu'on le fasse? Aussi bien par rapport aux très très proches, la famille. Donc ouais, c'est des doutes. Et puis alors après, le problème de doute sur la vie, quoi, parce que la vie continue, la vie avance très très vite, les années passent, et je pense que c'est vraiment quelque chose de comportemental, quoi. C'est-à-dire que le doute, il s'installe sur est-ce qu'on peut fournir quelque chose à la hauteur de ce qu'on imagine, voilà. Et donc, la perfection n'existe pas, quoi, malheureusement, mais on voudrait qu'elle existe, et on voudrait être parfait. Et je pense que c'est pas possible. Vous souffrez de perfectionnisme un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, d'hésitation, de procrastination, même après toutes ces années, plus de 40 ans, avec des récompenses, 3 victoires de la musique, chevalier des arts et des lettres, plein de récompenses, je ne les cite pas toutes, plus toute cette expérience, ce talent que vous avez, vous doutez encore ? Oui, alors évidemment, j'ai de l'expérience, donc il y a des choses sur lesquelles je m'appuie, je sais que ça, je peux le faire facilement. Puis il y a des moments, je me retrouve, mais là, on est reparti en tournée avec Peter Gabriel, on l'a cité dans la première partie. Il y a des morceaux, je l'ai regardé, on me demande,
t'es sûr, c'est bien, ça te va Je ne suis pas certain, quoi, à 100%. Je ne suis pas forcément sûr de moi à 100%. Alors, je ne vais pas le montrer systématiquement à chaque fois, mais il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas certain. J'ai fait une collaboration avec un jazzman il n'y a pas très très longtemps. Même chose, on a fait un album. Lui, il était super ravi. Je lui ai dit, mais t'es sûr? Parce que je peux te proposer autre chose. Moi, je ne suis pas certain que ça soit vraiment extrêmement ce dont tu avais besoin par rapport à la musique que tu proposes. Et lui était ravi. Ouais, je pense que ce n'est pas un truc d'années d'expérience, de récompense, que tous les gens vous disent « vous êtes le meilleur ». Non, je pense que c'est entre soi et soi, c'est-à-dire que c'est ce que je suis, quoi. Et je pense que l'évolution est due au fait que je doute, sinon je me serais arrêté avant. Est-ce que ça a un lien avec votre enfance? Peut-être, je ne sais pas, en tout cas... Rappelons-là, vous êtes né le 27 octobre 1958 à Saint-Maur-des-Fossés. C'est ça. D'une maman française, couturière chez Dior, et d'un père ivoirien que vous ne connaîtrez jamais. Vous l'avez croisé, je crois, un peu plus tard dans votre vie, mais qui est reparti en Afrique lorsque vous aviez 2 ans. Exactement, et c'est mon beau-père qui a pris sa suite, dont je citais effectivement sa passion pour le jazz et qui me l'a fait apprécier également. Donc élevé par ma mère, mon beau-père, mais aussi, moi j'habitais chez mes grands-parents, donc j'avais finalement 4 personnes qui m'élevaient, quoi. Et non, super enfance, beaucoup d'amour, énormément, pas du tout de, pas de doute. Mais bon, j'ai aussi un positionnement, je suis entre 2 couleurs. On ne va pas rentrer, c'est un autre sujet, mais bon, c'est pas si simple de se positionner quand on est effectivement différent des autres. C'est ce qu'on appelle la différence, hein. Comment se positionner. Et je ne parle pas d'intégration du tout, parce que j'aime pas ce mot-là. Moi, je parle de positionnement. Socialement, il y avait beaucoup moins de différences à cette époque, dans les années 60-70, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est flagrant, c'est terrible, c'est sans issue. Alors qu'à l'époque, il y avait un vrai mélange de genre et socialement. Donc c'est très très facile. On pouvait traîner avec le fils du boulanger, le fils du pompier, le fils de l'entrepreneur, etc., d'un architecte, etc., etc. Donc c'était extrêmement grave. Donc, on parle de l'enfance, super. Moi, j'ai passé une enfance en banlieue. C'est une banlieue plutôt sympathique. On jouait au ballon dehors. Je faisais mes études musicales. On avait tout un tas de copains, certains que je revois encore, peu, mais j'en vois encore certains, qui habitent dans des pays différents. Et encore une fois, mes grands-parents et mes parents, ma mère et mon beau-père, beaucoup d'amour, très protégés, très à l'écoute. Pas vraiment de difficultés scolaires, donc voilà. Et puis les besoins n'étaient pas les mêmes, donc non, pas du tout d'être. Je pense que rien n'est lié à mon enfance. Je pense que Mais par rapport à votre père, j'ai pas trop d'avis là-dessus sur mon père. il ne vous a pas manqué? Ben non, mon beau-père a pris sa place et il était plutôt efficace, plutôt super. Et puis je vous dis, j'avais 2 femmes, 2 hommes, quoi. Normalement, on a un père et une mère, j'avais 4. Donc c'est super chouette. Et puis bien entouré. Donc tout était multiplié par 2, donc c'est très agréable. J'ai manqué de rien. Il y a certainement un manque du père, forcément, bien entendu, puisque le père est parti. Mais on n'en parlait pas énormément. J'étais très occupé, j'ai toujours été un garçon très occupé et j'ai toujours été effectivement très contemplatif. Donc moi, j'ai plein de moments où j'aime bien être tout seul et je pars, je m'évade. Sans aucune substance, hein, naturellement, à regarder la mer, à regarder la montagne, à regarder un tableau, à regarder une peinture, à regarder une photo. Je suis assez contemplatif, donc je pense que j'avais une espèce de petit monde, pas parallèle, hein, mais qui me permettait d'être tranquille. Et je pense que j'étais un gosse tranquille, ouais. Donc les doutes ne viennent pas de là. Si c'était la question, je ne crois pas. Entendu. On passe au deuxième mot, qui est en lien avec ce que vous évoquiez juste avant, sur les différences. La diversité, c'est le deuxième mot. Diversité, justement, voilà. Oui. Vous en parliez déjà, vous l'ébauchiez. Et on peut peut-être parler aussi de cette émission, La Face Cachée. Oui, La Face Cachée. Vous avez animé sur yahoo.fr et qui donne la parole à des personnalités diverses, issues de la diversité, pour évoquer ces questions-là. Je vous les ai. J'étais approché par la personne qui s'occupe de yahoo.fr, en tout cas de l'information. Et il voulait faire effectivement un programme sur la diversité. Et il ne voulait pas forcément un journaliste parce qu'il n'avait pas envie de tomber sur des écueils, les habitudes. Il voulait quelqu'un de différent. Donc, via un ami, il m'a proposé, j'ai réfléchi un peu, je dis ouais, ok, d'accord.
Est-ce que j'ai les mains complètement libres? Oui, tu les as. Et effectivement, ce qui est vachement intéressant, enfin moi, ce qui m'a encore une fois, comme je vous le disais dans la première partie, Marie, c'est effectivement le fait de pouvoir échanger, parce qu'en échangeant, vous apprenez plein de choses et vous vous enrichissez et vous découvrez des univers que vous ne connaissez pas forcément. Et je l'ai fait principalement sur les personnalités parce que je me suis dit que pour parler de la diversité, on arrive au racisme, hein, donc à l'inconnu, donc racisme, différence. On ne peut pas être agressif, ça ne marche pas. Ça marche pas, ça fonctionne pas avec l'agressivité, ça fonctionne par la compréhension. Et si effectivement on voit des gens qu'on connaît, des gens entre guillemets populaires, en tout cas qui ont une espèce de renommée populaire, des gens connus, ça permet peut-être de comprendre un tout petit peu plus vite. Donc ce que j'ai voulu faire, c'était effectivement non pas de parler de la réussite, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'était la petite enfance. Et l'enfance et la préadolescence. Le rapport, évidemment, aux parents, le rapport à l'autre, les petits copains pour les filles, les petites copines pour les garçons, le positionnement, est-ce que vous avez dû quitter votre pays, quelle était effectivement la religion, est-ce qu'il y avait vraiment une religion importante imposée à la maison, soit par le père, soit par la mère, souvent par le père, est-ce qu'il y avait de la violence, est-ce qu'il y avait ci, est-ce qu'il y avait ça. Voilà. Et la diversité, elle existe là, à savoir que moi, c'était sur la couleur, l'origine, arabe, africaine, asiatique, mais c'est la même chose pour un petit, je parle bien d'un petit qui a 7-8 ans, qui est à l'école primaire, ou 10 ans, et qui est trop gros, ou qui est trop maigre, et on va se foutre de lui, parce que moi je l'ai vécu, je le connais, j'ai vu ça déjà. Et c'est pareil, tout à coup il y a une différence, et la différence est inacceptable, à savoir qu'il faut la comprendre, pourquoi c'est comme ça. Et je trouvais que c'était un beau moyen, c'était ce programme-là, la face catchée, de moi, de mon positionnement, et de venir d'où je viens, de mon vécu et de mon background, de pouvoir effectivement questionner certaines personnes. Et je pense que ces gens-là allaient se livrer plus facilement face à moi plutôt qu'un journaliste, peu importe de couleur ou pas, mais un journaliste qui va, je ne dis pas que c'est formaté, mais qui va aller dans une certaine direction. Et il y a peut-être la confiance ne va peut-être pas s'installer de la même manière. Moi, j'avais rien à vendre, si ce n'est juste de leur poser des questions sur l'enfance. Parce que je pense qu'effectivement, comme vous le disiez un tout petit peu avant, il y a pas mal de choses qui sont liées à ça. Mais là, dans le cadre de ce programme, il y a des choses qui sont très violentes. Donc pour répondre à votre question d'avant, où vous me disiez les doutes viennent de votre enfance, je ne sais pas, mais en tout cas la manière de projeter, de délivrer ce que je fais en jouant et d'avoir tout à coup un style reconnaissable, vient certainement de ce que j'ai vécu dans l'enfance ou ce que je n'ai pas vécu dans l'enfance. Donc voilà, donc pour faire en référence à ce mot diversité, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que, encore une fois, je suis un enfant des années 60 on n'avait pas ce problème-là, quoi. C'était vachement facile, on était tous d'origines différentes et on n'en parlait même pas, ça venait même pas, ça montait même pas au cerveau. Alors qu'aujourd'hui, on ne parle que de ça. Et c'est effectivement c'est un levier pour beaucoup de choses qui sont extrêmement désagréables. Donc ça me gêne. Donc c'est vrai que je me suis dit, à mon petit niveau, moi, musicien, artiste, est-ce que je peux effectivement me positionner et faire parler des gens pour que certaines personnes qui n'ont pas trop compris, qui sont un petit peu réticents à toute forme de différence, peut-être vont comprendre un petit peu le cheminement de l'enfance de chacun. Ils vont comprendre que, comme eux, ils ont eu des soucis dans leur enfance et que ces gens-là aussi, du fait d'avoir peut-être un père violent ou d'être dans une autre culture religieuse, d'être dans un autre pays avec d'autres coutumes, etc., etc. Moi, je pense que ça passe par la compréhension. Les choses passent par la compréhension et il est nécessaire d'expliquer. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça prend du temps. Ouais, tout prend du temps. C'est pas grave, on a le temps. La diversité, c'est pas tout à fait la même chose que la mixité. Que la mixité. Vous êtes un enfant d'un couple mixte. Oui, mais ça c'est la sémantique. Mais quand je suis à l'école, pour le petit qui est à côté qui ne sait pas, je suis black. Point barre. Ça s'arrête là. Période, comme on dit. Et vos filles? Vous avez 3 filles qui sont mixtes aussi, métisses. Je réponds à votre question. Voilà. Mixité, oui, pour nous, oui, ça c'est voilà, mixité, métissage, diversité, ce sont encore d'autres variations sur le même thème. Tout à fait. J'ai 3 filles qui sont effectivement carteronnes. Ça se passe bien, ce sont des filles. C'est un petit peu différent, je pense, qu'un garçon peut-être. J'ai noté. Je les ai vues évoluer. Elles sont maintenant, il y en a une qui est très grande, elle a des enfants. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que l'éducation qu'elles ont reçue via leur maman et moi
Euh, euh, C'était très très ouvert, c'est-à-dire que c'est l'éducation quand même très à l'écoute, assez respectueuse. Encore une fois, ce mot bienveillant, mais qui est quand même très très présent et respectueux. C'est pas, il y a des limites. C'est pas la fête à neuneux, c'est pas n'importe quoi. Il y a une forme d'autorité. Alors c'était pas forcément moi, hein, mais il y a eu une forme d'autorité. Donc ensuite, elles connaissent effectivement jusqu'où on peut aller. Et aujourd'hui, je les vois, ce sont des femmes et elles ont une approche de l'autre qui est extrêmement respectueuse. Et ça, je suis super fier de ça parce que il y a un garçon aussi, hein, qui n'est pas le mien, mais qui est le mien, quoi, parce qu'en fait, avec ma deuxième épouse, elle avait un petit garçon quand j'ai rencontré qui avait 4 ans, et il a évolué avec moi, et c'est un môme super intelligent, super brillant. Donc les quatre s'entendent à merveille, se voient même, voilà, et ça c'est une vraie réussite. Et il y a une vraie Vous mixité. aussi, vous êtes un beau-père. Oui, exactement, tout à fait. Je suis un beau-père, La je suis un transmission grand-père. passe Ouais, je suis un aussi beau-père, par... oui. Pas facile, hein. C'est ça, je voulais en venir là, justement, dans le mélange des genres, donc ce que vous appelez la mixité. Ce petit garçon s'est mélangé avec mes filles, qui n'étaient pas, même pas des demi-frères, des demi-sœurs, mais qui se considèrent comme frères et sœurs. Et comme l'éducation était effectivement à la maison, et émanait un petit peu de ce que moi, de mes expériences, il est venu évidemment, tout le monde est venu en concert. Après, on faisait du sport ensemble, on allait au sport d'hiver ensemble, on allait à la mer ensemble. Donc, c'est non-stop, c'est ce qu'on appelle l'éducation parentale. Et c'est vrai que lui, musicalement, il est archi pointu, comme les filles le sont. Voilà. Donc ça, c'est réussi. Et au même titre que mon beau-père m'a transmis cette envie, cette passion du jazz, parce que lui adorait ça. Donc, ça veut bien dire que, encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Vous appelez ça la mixité, ouais. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas, on arrive à une forme de diversité, la différence. Il y a une vraie différence. Mixité, c'est un joli mot, mais qui aujourd'hui est trop léger par rapport à ce qui se passe dans le monde et par rapport à cette violence de différence. Et encore une fois, puisqu'on parlait de ce programme sur Yahoo, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est vrai que quand je me balade aux États-Unis, là j'ai passé 2 mois, c'est ce qu'on ressent qui sont très très fortes. Moi je suis métisse, mais en tout cas n'étant pas blanc, on va dire. Il y a certains États où on se rend compte que c'est pas gagné, quoi. C'est difficile et ces gens-là vivent tout le temps avec ça, donc ça peut être tendu. Et le monde est tendu. Le monde est très très tendu. On peut faire de la musique pour le plaisir, etc., mais néanmoins le monde est très tendu. Donc ce dont on parle est formidable, mais ce que je fais est très sympa de pouvoir faire cette émission-là. C'est pour ça que je vous dis ça me tient à cœur, parce que je pense que si on fait tous des petites choses à notre niveau, c'est des toutes petites pierres qu'on apporte à l'édifice, mais ça permet de faire avancer les choses. Mais c'est pour ça que je dis, il faut beaucoup de temps. Même si on a du temps, je pense qu'il faut beaucoup de temps. Je pense qu'on a le temps de faire évoluer les choses, mais il faut prendre le temps de vouloir le faire et de s'y inscrire vraiment en profondeur, pas simplement d'une manière superficielle. Alors, vous parliez d'éducation, de transmission, filiation. 3e mot, communion. Communion. Alors, il y a plusieurs formes de communion. Moi, j'ai fait toutes mes communions. J'ai servi la messe. J'étais au catéchisme. C'était la régalade parce qu'on était tous avec les copains. C'était super sympa. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est du catéchisme, mais en tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Alors, il y a un truc qui était vachement intéressant, peut-être que vous ne savez pas. Et je pense que la nouvelle génération ne le sait pas. À l'époque, souvent, chez mes grands-parents, le dimanche, il y avait un prêtre de l'église de Saint-Maur, donc qui était invité à déjeuner. Et en fait, c'était une forme d'échange d'adultes. Les enfants, à l'époque, on ne parlait pas, on n'avait pas le droit trop de parler. Mais néanmoins, ce prêtre venait et il y avait une discussion entre mon beau-père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, sur ce qui se passe, quoi. Une espèce de philosophe, quoi. Voilà, alors là, en ce moment, il y a ça, en ce moment, dans ce pays. Là, en France, on vit ça. Et il y avait une conversation qui s'installait à table, alors pas chaque dimanche, mais d'une manière assez récurrente. Et ça a disparu complètement, hein. Mais lié à l'Église, alors que mon grand-père n'était pas pratiquant, ma grand-mère l'était, et pas mon grand-père. Ma mère l'était aussi un peu, mon beau-père pas du tout. Moi, je l'étais de fait, puisque je faisais mes communions et j'étais à la messe. Mais c'était plutôt extrêmement intéressant d'avoir effectivement... Parce qu'il ne parlait pas de l'Église, mais il parlait de la société, de ce qui se passait, mais vu par sa vision à lui, d'homme d'église. Donc c'était assez intéressant. Donc ça,
ça, c'est lié à la communion. Donc, je vous dis, j'ai fait toutes mes communions avec l'aube, tout, j'ai fait la totale. Et j'ai fait baptiser mes enfants parce qu'effectivement, après, ils ont le libre choix. Ils sont baptisés. S'ils ont envie de pratiquer, ils le feront. Donc ça, c'est leur choix, c'est leur décision. Et la communion au sens large, elle est avec, encore une fois, de mon métier, elle est avec le public. C'est-à-dire que c'est un vrai moment magique. On se retrouve sur scène, principalement sur scène, parce qu'en studio, vous savez que c'est du laboratoire. On est entre musiciens, ingénieurs du son, on cherche ce qu'il y a de mieux, mais on est en très, très petit comité. Sur scène, on se retrouve avec un public, quel qu'il soit, 200, 400, 1000, 20 000, 300 000, quand j'ai fait à Woodstock. Et là, c'est une vraie communion. Là, il y a vraiment des vibrations, il y a vraiment un échange. Et ça, c'est magnifique. Et c'est une forme de transe, parce que quand ça fonctionne sur scène, vous savez que ça va fonctionner avec le public. Et ils vous le renvoient avec leurs vibrations. C'est-à-dire, leur vibration, c'est le sourire, c'est le cœur qui bat, les mains qui tapent, les pieds qui tapent. Et sur scène, on le ressent. Souvent, on dit, il faut aller chercher le public. Oui, parce qu'au début, d'abord, c'est jamais gagné. Et au tout départ d'un concert, on fait ce que nous, on sait faire. Et puis le public, je ne sais pas, peut-être arrive du bureau ou d'un week-end, de leur vie, quoi, s'installe là, face à une scène avec des musiciens et une forme de musique, et sont réceptifs. Et tout à coup, ils ne sont pas forcément réactifs immédiatement. Donc il faut leur envoyer ces vibrations, qui sont généralement des vibrations positives, bien entendu. Et il y a un retour qui se crée. Et quand ça fonctionne, une espèce d'aller-retour comme ça, c'est ce que j'appelle la communion. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, il y a cette communion avec le public, et il y a une communion avec les musiciens qui va au-delà de ça. Alors là, c'est une forme de spiritualité. Alors, c'est très bizarre parce que j'en ai parlé avec pas mal de jazzman, principalement parce que c'est comme le jazz est une musique basée sur l'improvisation. On va un peu chercher ce qu'il y a à l'intérieur pour le délivrer avec son instrument, sax, trompette, piano, etc. Quand vous jouez sur scène depuis un petit moment, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de concerts, vous avez l'habitude, vous avez les codes, vous connaissez les morceaux par cœur, donc on va essayer cette fois-ci d'aller un peu plus loin, et tout à coup on arrive à une forme de réunion, de communion tellement pointue qu'on passe sur une autre sphère. C'est-à-dire que c'est une forme de transe, on perd le contact avec ce qui se passe là. Alors, nous, sur scène, ça m'est arrivé. Et encore, je vous dis, j'en ai parlé avec d'autres musiciens de jazz, pour qui c'est arrivé aussi. On a l'impression que ça dure très longtemps, ça dure à mon avis 3-4 secondes, mais c'est une forme de transe, on est ailleurs. Et tout le monde est effectivement dans cette même sphère au même moment. Et fatalement, quand on recommence un concert ou quand on continue le concert, on a envie de retrouver ça. Mais ça ne se passe pas systématiquement. Mais c'est une forme de spiritualité. Je pense qu'il y a un moment, quand on joue et que toutes les vibrations sonores sont extrêmement alignées et qui sont presque parfaites, certainement, il y a un lien avec le spirituel qui se déclenche. Je ne sais pas ce qui se passe. Et justement, il se passe le 4e mot, Manu Katché. 4e mot, c'est spiritualité. Je la fais belle, hein. Ah oui. Vous vous en doutiez, avouez. Non, je m'en doutais pas, mais je suis un peu visionnaire quand même. Non, pas du tout, je plaisante. Non, je m'en doutais pas. Oui, la spiritualité, c'est énorme. Voilà, j'ai commencé sur le sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement... moi, j'ai fait un deuxième voyage avec ma femme en Inde. Je ne voulais pas aller en Inde. J'étais allé en Inde dans les fin des années 90. J'ai vraiment pris une claque parce que c'était vraiment terriblement violent de voir effectivement l'Inde, principalement l'Inde du Nord. C'était de voir tous les enfants dans des états, c'est terrible. Mais en même temps, et vraiment, c'était flagrant dans le regard. C'était archi positif et archi avec un souriant, quoi. C'était généreux. Et ma femme me dit, ouais, je veux absolument faire ce voyage en Inde. Je dis, ok, d'accord, mais elle est un peu sensible. Je dis, t'es sûr, parce que c'est violent. Enfin, moi, dans mon souvenir, en plus, il y a des odeurs, il y a des moments, c'est terrible. Il y a des mômes avec les bras coupés qui font la manche. Enfin bon, c'est pas terrible, quoi. Elle me dit, si, on va y aller. Ok, donc le voyage s'organise, on y retourne, et là, surprise, rien à voir. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'associations qui ont travaillé sur place, justement, pour gérer ces enfants qui étaient un peu laissés pour compte, etc. Donc, ça avance. Et, je ne vous dis pas ça pour ça, mais on arrive, je n'avais jamais vu de ma vie, Taj Mahal. Et donc, on est très, très loin. On est très, très loin du Taj Mahal.
Et je n'avais jamais vu, je dis, évidemment, sur une carte postale ou à la télé, ça n'a rien à voir. Et là, on est là et vous êtes en arrêt parce que c'est au-delà de la magie du monument, vous ressentez des choses. Et voilà, pourquoi je dis ça, c'est parce que pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est des liens qui se créent avec des choses, avec des êtres humains, bien entendu, et aussi avec des éléments. Parce que tout est vibration. Et la spiritualité, ce lien... Alors, il y a certaines personnes, peut-être que j'en fais partie, qui ont cette chance d'avoir ce lien avec une forme de spiritualité qui me permet de jouer comme ça et d'apporter du plaisir aux autres. Voilà. Après, il y a des artistes qui chantent, qu'on a cités tout à l'heure, qui ont certainement la même chose. Après, il y a des peintres, on en a eu, tout l'impressionnisme, c'est extrêmement puissant, des sculpteurs, etc. etc. Mais moi, je crois effectivement, pour moi, la spiritualité, si j'essaie de la définir, c'est ce lien qu'on a avec je ne sais pas quoi, quelque chose, et je ne peux pas le nommer parce que je ne sais pas, mais qui fait que tout à coup, c'est à un moment précis, vous ressentez, on se sent habité de quelque chose, voilà, d'un sentiment différent de celui qu'on a dans le quotidien. Et ça peut être avec un être humain, ça peut être avec une chose, ça peut être avec un élément, ça peut être avec une lumière, ça peut... Et c'est génial. Mais il faut être à l'écoute. Si vous êtes effectivement tout le temps en train de jacter et qu'on est speed et qu'on peut passer à côté. Hein. C'est pour ça que je vous disais un petit peu avant dans la discussion, je suis contemplatif. C'est-à-dire je peux m'asseoir pendant un moment et regarder la mer, regarder la montagne, regarder les nuages passer, mais pendant un long moment. Donc il faut être réceptif à ça. Et je pense qu'effectivement, il y a certaines personnes de leur personnalité qui sont plus réceptives que d'autres. Et certainement que ces gens-là ont un accès à cette forme, et je pense qu'il y a plusieurs formes de spiritualité, plus facilement que d'autres. Le Taj Mahal, c'est une ode à l'amour et c'est un tombeau aussi. Complètement. Le tombeau de l'empereur moghol, comment il s'appelait encore? Shah Khan. Oui. Shah Jahan, voilà, oui, en l'hommage de son épouse défunte. Exactement. Mais c'est puissant. Hein. Quand vous êtes là, je vous dis, je vous en parle. C'est magnifique. Je vous en parle, j'ai des frissons parce qu'on est loin. C'est très très loin. Plus on arrive, c'est gigantesque en plus. Mais je vous promets que vous êtes loin de ce monument. Vous ressentez un truc, mais ça vous emplit le corps, tout, la tête. Mais c'est phénoménal. Mais comme la basilique Saint-Pierre. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'y être. Et d'avoir pu baptiser une de mes filles. Ouais, je vous dis, j'ai eu la chance. Mais justement, il y a peut-être un amour plus terrestre du côté du Taj Mahal et un amour plus céleste du côté de Saint-Pierre? Ou pas? Je sais pas. Je pense que enfin, en vieillissant peut-être, mais que c'est vous qui insufflez cette chose-là, avec ce que vous avez en vous. C'est-à-dire que tout à coup, si effectivement... Moi, je crois beaucoup au sourire, à envoyer le sourire, et le sourire revient. Alors, si on fait simpliste, c'est côté bouddhiste, mais c'est pas ça. Si vous envoyez un sourire, je pense qu'à un moment donné, il revient. Si vous envoyez effectivement quelque chose de négatif, ça revient aussi. Alors déjà, d'envoyer quelque chose de négatif ne sert à rien parce que c'est négatif dans le moment. Après, si c'est 1 heure plus tard, vous auriez pu gérer différemment. Mais je pense que si on envoie une onde positive, quelle qu'elle soit, mais une onde positive sur ce que vous faites, cette onde, ça circule partout, très très rapidement. Et ça peut revenir ou ne pas revenir. On ne le fait pas pour cela, mais ça circule. Donc, c'est en ça que je vous dis, la réaction par rapport, on parlait du Taj ou de Saint-Pierre, c'est ce que vous êtes vous à l'intérieur et ce que vous envoyez et vous recevez. Il y a des gens qui peuvent, je vous dis encore une fois, j'en ai vu passer totalement à côté, parce qu'ils ne sont pas du tout réceptifs, ils sont complètement fermés ou totalement négatifs. Donc ça vient de vous. Ce n'est pas la chose qui décide c'est vous qui décidez. C'est smile and the world smiles with you. Mm-hmm. Vous connaissez ça, c'est oui. Ce que vous venez de dire. Souriez et le monde entier sourit avec vous. Mais si vous pleurez tout seul. C'était la suite de la citation de Stanley Gordon West. Spiritualité, quel est le sens de l'existence selon vous? Le sens de l'existence? Est-ce ça la question? Oui. Le sens de l'existence. Alors, de passage, hein, déjà, de base, très vite, très rapidement. Moi, je pense qu'encore une fois, il me semble, en tout cas pour moi, je parle pour moi, c'est plus simple, ce sont les rencontres. Et les rencontres créent un chemin. Et vous suivez ce chemin,
et vous vous améliorez ou pas, ça dépend de la rencontre. Dans mon cas, la plupart des cas, c'est plutôt de s'améliorer. Mais les rencontres, encore une fois, je viens souvent avec ce mot-là de s'enrichir, culturellement parlant. Moi, c'est nécessaire. Et même pour le reste, pour des choses que je ne connaîtrais pas. On s'enrichit en faisant des rencontres. Donc, je pense que le sens de l'existence, effectivement, c'est de passer effectivement sur cette planète et d'évoluer d'une manière assez positive en sortant un peu plus, peut-être, riche culturellement, peut-être pour certains politiquement, mais ça c'est vraiment notre sujet, mais en tout cas de l'échange, donc forcément de l'échange, encore une fois, du respect de l'autre et de l'acceptation de l'autre. Donc dans l'appréciation de ce qui nous entoure. Moi je suis très sensible à ça, encore une fois, mais parce que j'en ai fait mon métier, on joue sur la sensibilité et l'émotion, mais ouais, le sens de l'existence, je vous dis, et on sait tous, on connaît tous la fin. C'est comme pas comme dans les films, on sait pas, là on sait ce qui va arriver. Et malgré ça, on avance, on essaye de faire des choses, de construire, de se projeter. Donc c'est super bien, c'est super positif parce que nous on est de passage, mais derrière ça suit. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants. Donc on va leur laisser, nous, ce qu'on a réussi à empiler d'une manière intellectuelle, on va leur laisser, donc ils vont rebondir un peu plus loin, parce qu'on va leur laisser déjà quelque chose de plus important, et culturellement et intellectuellement. D'autres, ça va être du blé, ça va être des thunes, ils vont être branchés de thunes, on va leur laisser beaucoup de thunes pour qu'ils rebondissent. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, aussi. Mais je pense que pour moi, c'est le principe du rebond intellectuel et culturel, ce qui permet vraiment d'avancer et d'avoir effectivement une société qui en évoluant avec les années, avec le temps, chaque ère, devient de plus en plus responsable et de plus en plus acceptable. Vaut-il mieux léguer une besace légère ou un fardeau un peu lourd aux générations qui suivent? Alors, je vais vous dire une chose. Moi, honnêtement, on fait ce qu'on a à faire, on laisse ce qu'on a à laisser, et ils en font ce qu'ils en voudront. Ils choisiront, ils décideront. Ils ont déjà choisi. Souvent, on dit, ouais, la jeune génération, ils sont sur leur smartphone, sur les computers, mais ils sont tous comme ça, et c'est leur moyen de fonctionnement. Ça peut nous dépasser un peu, nous, l'ancienne génération, c'est un nouveau monde peut-être, mais tout ce nouveau monde-là fonctionne. Entre eux, ça fonctionne très très bien. Et nous, comme effectivement, on n'a pas les mêmes bases, on peut se dire, waouh. Mais néanmoins, quand on parle avec eux, quand on échange, on se rend compte que ah ouais, mais alors toi tu faisais ça à l'époque, ça m'intéresse. Et il y a quand même un retour à ce que nous on a réussi à entre guillemets capitaliser intellectuellement ou culturellement. Donc ça veut dire que ils vont venir prendre ce dont ils ont besoin. Laissons des choses. On laisse les choses comme ça. Je vais revenir pour la conclusion. Manu Katché. D'accord. La spiritualité, c'est le silence aussi, non? C'est ce que vous êtes en train de faire, là. Je réfléchis. La spiritualité, non, je ferais... Non, parce que le silence, pour moi, c'est la manière de mettre en exergue les notes de musique. Donc, c'est pas forcément ça, parce que c'est la note qui est importante. Si ce n'est pas la bonne note choisie, on va avoir un problème. Le silence est souvent similaire. La note, elle est différente. L'impulsion est différente. La longueur de note est différente. La longueur du son est différente. Et c'est le silence qui permet effectivement de mettre ça en exergue. Donc, musique, justement. Beaucoup de musiciens parlent de l'importance du silence pour mieux entendre... Exactement. Donc c'est pour ça que je vous dis ce qu'il y a entre les silences. Mais la spiritualité vient pas le silence met en exergue, mais c'est pas lié au silence, c'est lié à ce que vous jouez ensuite, qui vous permet de le jouer grâce au silence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient très subtil. Oui, je vois. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage, et je reviens pour la conclusion. À tout de suite, okay. Manu Katché. Bon, je suis de nouveau en face de vous, Manu Katché. Je m'avais perdu. On était perdus dans le silence et les sons, plutôt. Je ne crois pas à la spiritualité du silence. Je pense que c'est assez effrayant s'il n'y a rien derrière. Si on met quelqu'un dans un endroit que c'est extrêmement silencieux, au-delà d'être extrêmement investi et de méditer, mais quelqu'un de lambda, je ne suis pas sûr qu'il s'en sort très très bien. Très compliqué le silence, c'est assez violent finalement.
Introspectif. Exactement. Alors moi, ça ne me pose pas de problème, je dis parce qu'on est musicien, on joue là-dessus. Mais quelqu'un qui ne l'est pas, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que ce soit totalement lié à la spiritualité, le silence. Et la petite expérience vécue pendant ces 40 minutes où vous étiez seul en face d'un écran et des mots? J'aime. En même temps, je vous entendais parler, Oui. donc on est Il y quand a même toujours un cordon, on un est fil qui connecté. était connecté. J'ai pas de problème, je suis solitaire, j'ai pas de problème avec un écran. Il n'y a pas d'écran, je vais vous entendre, c'est. Non, Vous n'avez pas de problème avec la solitude? Oh, pas vraiment, non. Et vous savez, c'est assez marrant parce que les gens ne le savent pas, les gens pensent, ouais, qu'il est batteur avec des stars, donc c'est glamour. Je voyage toujours tout seul, puisque je suis le seul Français. Donc tous les gros voyages de l'autre côté du globe, l'Australie, etc., je suis seul. Eux, qui sont anglo-saxons, généralement partent ensemble. Il y a quelques Américains qui sont sur place. Et moi, je suis le seul Français. Donc tous mes voyages se font, enfin, sauf quand je fais les voyages en famille, mais les voyages professionnels se font seuls. Donc j'ai toujours voyagé seul. Donc c'est des heures seules. Des heures seules. Parmi les 4 mots, rapidement, celui qui vous a peut-être le plus marqué, parmi les mots proposés, vous vous en souvenez, il y avait diversité, spiritualité, communion, doute. Je pense communion. Communion parce que c'est ce qu'on recherche avec le public, principalement. Si ça se passe pas, c'est triste. Oui, il faut que la communion soit là. Et on va terminer en parlant d'un nouvel art que vous allez aborder. Un art, enfin, si on veut, oui, quand même, la littérature, l'écriture. Oui, après l'écriture. Avec un livre à paraître bientôt, hashtag, très moderne, hein, hashtag Beat. B-E-A-T. Ouais, Beat. c'est ça, le beat, en anglais. Ce qu'on appelle le beat, le groove, le beat, le son, l'afterbeat, ce qui caractérise un batteur. En 2024, il y aura Manu Katché dans les bacs et aussi en librairie. Exactement, et ce bouquin est un peu plus introspectif. Hashtag Beat aux éditions Grasset. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Katché, d'avoir été avec nous sur KTO Lumière Intérieure. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez revoir l'émission sur ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.